j'ai le plaisir d'introduire Violaine Anger, qui est maître de conférence en musicologie à l'université d'Évry Val d'Essonne et qui par ailleurs également enseigne la musicologie à l'école et qui est donc notre collègue. Par ailleurs, elle va donc intervenir aujourd'hui sur qu'est-ce qui échappe à l'IA autour de la traduction, et elle vient de publier un ouvrage qui est en résonance qui s'intitule « Voir le son ». Merci Anne, merci à tous, merci à Étienne et à vous d'avoir eu la gentillesse de m'inviter et de m'inviter en fait à partager mon ignorance, parce que vous imaginez bien qu'à partir de la musicologie, moi, l'intelligence artificielle, on met des majuscules partout, et on ne sait pas très bien ce que c'est. Disons que c'est la magie, quoi. La magie automatique, j'appuie sur un bouton et ça marche. Enfin, pour moi, c'est ça. Mais donc, en tout cas, ce sera plutôt pour moi un partage de questions avec vous que une progression dans l'intelligence artificielle en tant que telle. Je suis assez heureuse de ce que je viens d'entendre sur la traduction, parce que je crois que, enfin, on va en parler, mais je crois que ce que je vais faire et ce que je vais vous dire est un peu complémentaire. Et donc, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, là, maintenant, c'est non pas de la traduction verbale, dont nous avons parlé à l'instant, donc d'un texte dans une langue à un texte dans une autre langue, mais de la traduction d'un art par un autre, et donc ici de la musique, par les arts plastiques, évidemment avec toute l'imprécision de ces termes. Donc je vais commencer par un exemple. Vous voyez ça, donc, et donc ce dont je vais parler, je vais m'intéresser à deux traductions, donc d'un art par un autre, de Paul Klee et de Vassili Kandinsky, qui sont donc deux peintres abstraits du début du XXe siècle. Donc vous voyez ici, c'est quelque chose que l'on trouve dans les cahiers dans le cours du Bauhaus de Paul Klee en 1923, et il faut comprendre que c'est une traduction, la traduction de quelque chose comme donc si non, j'ai pas de j'espère que vous suivez avec mon geste. On peut suivre la ligne. Il y a bien quelque chose de sonore dans cette affaire-là. De la même façon, je voudrais vous montrer ça. C'est parti un peu vite, donc on va le remettre. Ce que vous voyez là est dans l'optique de Kandinsky, donc ça se trouve dans son livre Point et ligne sur plan, publié en 1926, la traduction de ceci. Voilà, je le remets encore une fois pour que vous entendiez bien. Faites attention à les trois petits points qui sont en bas, hein, que vous allez entendre. D'accord, hein? Donc voilà, traduction plastique, on peut suivre de façon, maintenant que nous l'avons fait ensemble, de façon très claire. Et donc ce que je dis traduction n'est pas une invention de moi, puisque donc vous voyez que dans le cours du Bauhaus, si on regarde le contexte général, on a la notation en haut, donc dans une notation traditionnelle, si je puis dire, de la musique qui ensuite est traduite de façon plastique. Et donc, de la même façon, Kandinsky fait la même chose, etc. Hein. Et vous voyez bien le terme allemand Übersetzen, hein, là encore, ce n'est pas de moi. Donc, c'est le mot allemand pour dire traduction. On trouve aussi, et notamment chez Klee, bilderisch darstellen, donc littéralement représenter picturalement, mais on trouve le plus souvent le terme Übersetzen, c'est-à-dire traduire. Alors, dans les deux cas, ce sont des exercices. Hein. C'est pensé comme des exercices de traduction. Pour travailler, un exercice rigoureux, si je puis dire, pour travailler le fonctionnement propre à la langue d'arrivée, donc ici la langue picturale, hein, de la même façon que quand on travaille l'anglais, quand on traduit quelque chose d'anglais en français, on travaille le français en fait, et on essaye de trouver dans le français quelque chose qui va être proche de quelque chose d'étranger, et donc de la même façon ici, ce sont des exercices, et donc ensuite pour travailler ce que sera l'œuvre visuelle. Et donc ça a été le point de départ de multiples œuvres
et de multiples tentatives d'écriture de la musique. Ça fait un siècle qu'on travaille là-dessus, hein, donc c'est ce qu'on appelle la partition graphique. Donc là, il y a énormément de compositeurs que j'aurais pu, ou de propositions visuelles que j'aurais pu apporter ici. Donc c'est une traduction incontestablement. Et donc, on ne peut pas contester le fait que c'est une traduction, mais entre des médiums qui sont donc du coup assimilés à des langues, des langages non-verbaux, la musique instrumentale comme langage non-verbal, de même que l'art plastique. Et il est très clairement également fait la différence par ces peintres entre quelque chose qui serait de la notation et quelque chose qui serait une traduction. Donc il y a vraiment un effort conceptuel, une démarche très claire. Et justement, toute leur démarche, donc je vais essayer de vous la montrer rapidement maintenant, toute leur démarche est d'essayer de sortir de la notation traditionnelle pour réussir à en extraire en quelque sorte ce qu'il y a de proprement plastique. Alors j'ai commencé par Paul Klee. Paul Klee part de deux choses, le geste du chef d'orchestre et l'écriture musicale. Le geste du chef d'orchestre, donc vous voyez ça là, je passe parce que c'est très raffiné, hein, comme pensée, je vais à l'essentiel. Vous voyez, le chef du chef d'orchestre lui permet, donc quand il fait ça, etc., ça lui permet en fait de penser le temps à l'intérieur du papier, hein, puisque donc la musique est un art du temps, mais donc du coup ça lui permet de penser autrement le papier, non pas comme un lieu où on écrit, c'est-à-dire où on déploie un temps, mais comme une surface qui va être elle-même temporelle, puisque le geste du chef d'orchestre est un geste temporel à l'intérieur de la même surface. Hein. Je suis claire, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et donc vous, étant donné ce que nous avons vu tout à l'heure, hein, on a quelque chose qui vient du chef d'orchestre dans cette traduction tout à l'heure linéaire. Et puis donc sinon, il part de la traduction de la partition musicale, et donc il part, ça part tout seul, il part de ça. Voilà, c'est un exercice qu'il fait. En plus, bon, ça ne va pas s'arrêter. Bon, je crois que je vais passer parce que ça ne peut pas s'arrêter. Donc, Klee était violoniste, hein, donc il connaît ça très bien, une sonate de Bach. Et donc, comment est-ce qu'il fait? Il la recopie très soigneusement là-haut. Donc, vous voyez, vous retrouvez les notes là. Hein. On retrouve les notes très précisément. En revanche, au lieu d'avoir des notes, hein, il constitue un cadre temporel préalable, ce que je vais appeler ici un damier, parce que l'œuvre graphique de Paul Klee est travaillée par l'idée de damier. Donc vous voyez que la durée est représentée là par des carreaux égaux. Hein. Donc la note synthétise en quelque sorte la durée. Lui, il refuse cette synthèse pour en faire, en faire des carreaux égaux. Donc une croche vaut 2 carreaux, hein, dans son unité. Par ailleurs, il refuse également la partition, la clé, les 5 lignes de la partition, en disant bon, moi, je vais mettre les hauteurs les unes au-dessus des autres, hein, ce qui me donne ce damier-là. Et donc, vous voyez à gauche F, A, H, C, D, E, etc., qui sont la notation des hauteurs en allemand. Hein. Et donc, vous voyez que du coup, chaque carreau est associé à une unité de durée et une hauteur. Et donc, sur ces unités de durée, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie une sorte de ruban, hein, de ruban qui va être, alors je passe, si ça vous intéresse, je vous expliquerai, mais qui va être, dont l'épaisseur va être liée à sa place dans la gestion du temps, dans l'organisation de la musique du temps, de l'événement sonore. Ce qui fait que, vous voyez, on pourrait jouer cette chose-là, hein, de manière très précise. Je suis à 2 là. Et puis donc on a la basse, etc. Hein. Donc il y a quelque chose là d'extrêmement précis dans son action de traduction. Et donc ce qui m'intéresse là,
dans cette démarche, c'est que donc il y a suppression de tout ce qui est signe conventionnel, en fait, pour arriver à faire un espace visuel qui sera qui pourra être réveillé d'un point de vue sonore, en quelque sorte, hein, par le passage de ce ruban. Il y a une pensée du support qui est très développée, hein, ce que j'ai appelé le damier. Et le damier devient, donc là, vous voyez, je l'ai mis, on pourrait raffiner beaucoup, enfin, je l'ai vu, cet exercice-là, il est grand comme ça, en fait, hein, vous voyez, donc il a collé des pages les unes à côté des autres pour faire quelque chose d'un petit peu grand. Enfin, il y aurait beaucoup à dire, donc vous avez compris en tout cas le principe. Et donc ça lui donne l'occasion aussi de faire des réalisations picturales, donc comme celle-ci, donc vous voyez là, il y a un damier, hein, un damier qu'il appelle en rythme. Donc il emprunte une notion musicale pour parler de quelque chose de pictural. Donc vous voyez que c'est un damier, mais c'est un damier qui n'est pas précis. Et donc là, il nous propose une définition du rythme, en fait, que j'aime beaucoup parce que, enfin, je crois qu'elle est un écho à ce que disait Étienne hier. Donc pour Paul Klee, le rythme, c'est l'union individuelle d'un élément individuel et d'un élément individuel. Donc c'est de l'allemand, hein, ils n'ont pas le mot justement individu en allemand, donc il y a moins les connotations que nous avons en français, mais donc un élément individuel, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut diviser, hein, qu'on peut juxtaposer, qu'on peut mesurer, mais donc opposé à quelque chose qui serait individuel, c'est-à-dire que justement on ne peut pas mesurer, etc., mais c'est une union individuelle de quelque chose d'individuel et de dividuel. Donc voilà, et on voit bien que là, on a un damier, mais en même temps un damier qui flotte, un damier qui a quelque chose qui justement n'est pas rigoureux, n'est pas complètement organisé. Et donc, ça nous oriente évidemment immédiatement vers une question, une machine est-elle capable de faire de l'individuel? On parlait de singularité, je ne suis pas dans la singularité là, hein, mais dans quelque chose d'individuel, individuel. Une machine, y a-t-il une mathématique du nombre continu, en fait, de quelque chose qui serait complètement continu? Et donc, ce qui m'intéresse aussi, et ça je le dis rapidement, c'est que Klee, là, retrouve finalement des intuitions qui se trouvent au tout début de l'écriture musicale. Là, vous avez là la toute première écriture musicale, là, le premier moment où on a inventé de voir la hauteur, hein, Alléluia, d'accord ? Alléluia. Bon, il faudrait que je vous explique un peu plus, de manière un peu plus approfondie comment ça marche, mais vous voyez que, enfin, ça m'a fait penser. Hier, on a terminé sur la nécessité de voir, de trouver une image pour les quantités de mégadonnées numériques que l'on a. Et eux, c'était le même problème. Ils avaient du son qui était du nombre, ils avaient des quantités de données. Alléluia. Il y a du nombre là-dedans, mais il y a bien d'autres choses que du nombre. Et ils ont inventé une image. Ils ont inventé une image pour voir toute cette complexité. Donc je me suis dit que pour la question sur laquelle nous sommes restés hier, ça pourrait être intéressant de rester un peu plus là-dessus. Mais en tout cas, Klee retrouve cette notation-là, des éléments de cette notation-là, et vous voyez que là, on a une forme temporelle, en fait, hein, c'est une forme, mais une forme temporelle, ce qu'à l'époque, on appelait une forme qualitative, hein, par opposition à la forme substantielle. Enfin bon, il y aurait beaucoup à dire. Donc, pour la deuxième figure, il ajoute quelque chose, donc la figure avec laquelle nous avons commencé, hein, il ajoute quelque chose. Je voudrais dire d'abord que c'est une pensée graphique, vraiment une réelle pensée graphique, parce que vous avez compris, hein, donc vous avez compris le geste et vous avez compris à quoi ça correspond. Mais faites-le. Prenez un papier et faites-le, vous verrez, vous verrez que l'équilibre entre le haut et le bas, vous ne le trouverez pas si facilement que ça. Il y a clairement là un équilibre graphique et purement graphique qui se dégage là, dedans. Par ailleurs, vous voyez qu'il y a un point qui est le silence. Hein. Et puis il y a un silence qui est marqué, Klee l'a traduit par un point, hein, par un Z. Je reviendrai là-dessus. Et vous voyez enfin que ça dégage 3 plans, écrits ici F3, F5, F7,
d'accord, qui sont donc des plans qui vont pouvoir accueillir quelque chose qui n'a pas été traduit, à savoir ce qu'en allemand on appelle le Klang, le timbre, hein, et donc le Klang va devenir la couleur. Donc du coup, on va pouvoir mettre des couleurs sur ces plans. Hein, vous suivez toujours le raisonnement. Et donc, cette couleur, elle va être nombrée. Mais ces plans vont être nombrés, mais nombrés avec des nombres premiers, des nombres indivisibles. Donc, d'où le 3, le 5, le 7. Bon, puis après, il fait toute une série de réflexions. Enfin, si ça vous intéresse, on passera dedans, mais vous voyez, on s'y attardera après, mais vous voyez le principe. Hein. Donc, avoir des nombres, mais des nombres indivisibles, des nombres premiers sur lesquels on peut raisonner. Donc, cela donne des choses comme ceci. Donc, vous voyez, là, on est sur des bateaux, mais des rythmes à 3 temps, à 6-8, parce que donc il y en a 2 plus 3. Hein. Le silence devient un soleil bleu. Alors, est-ce que c'est la nuit, etc. Et puis, donc, vous voyez qu'il y a des décalages de couleurs. Donc, Klee a beaucoup travaillé cela. Hein. Ça donne cette espèce de... Si vous voulez, là, on n'est plus dans une traduction, mais en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose qui sonne, je mets 3 guillemets derrière cela, c'est-à-dire que ça donne une sorte d'impact métaphorique, de vision. Quand on regarde cela, il y a une sorte de silence de l'image qui apparaît, je dirais, et donc à partir duquel on peut imaginer beaucoup. Alors, Kandinsky a une démarche analogue, mais très différente. Et donc, je vais brièvement la présenter. Donc, lui aussi, il part de la partition, mais son support, c'est blanc. Il n'a pas du tout le damier de référence qu'avait Paul Klee. Son support est blanc, un blanc qui n'est pas métré, mais qui est orienté verticalement. Hein. Il a bien quand même la métaphore de la hauteur qui est retrouvée ici. Et donc, son point est du son qui est visible donc, sur un fond qui, absolument blanc, donc devient silencieux. Hein. C'est parce qu'on met des points que, du coup, on comprend que le fond est silencieux, d'accord, et que les points sonnent. Et donc, vous voyez que les points ne sont pas du tout rigoureux en termes de durée, puisque vous voyez que, par exemple, les 3 premiers en haut à gauche, hein, pam, 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 sont en théorie de la même durée que les 3 derniers en bas à droite, mais ces 3 derniers en bas à droite sont plus petits, c'est-à-dire que ces ronds sont qualitatifs. On entend beaucoup moins la basse que le haut. Donc il y a toute une réflexion là-dessus, il y a quelque chose sur la résonance, l'opposition entre le point et la ligne. Et donc voilà, il y aurait beaucoup de points, d'éléments à développer là-dessus. Donc si on joue, on peut jouer à partir du résultat visuel, puisque c'est une traduction. Donc, dans certains cas, notamment certains éléments de clé, on va pouvoir retrouver la mélodie d'origine, ça c'est clair. En revanche, si on joue à partir de là ou à partir du ruban de clé, on retrouvera quelque chose de la mélodie d'origine, mais pas forcément les paramètres de hauteur et de durée. Donc, vous voyez qu'il y aura quelque chose, peut-être autre chose que ce qui était noté, mais quelque chose de la pensée compositionnelle de départ, étant donné la rigueur dans le processus de raisonnement. Hein. On est bien dans quelque chose qui est de la traduction. Et je dirais, dans les 2 cas, on arrive à... Alors, donc, voilà, oui, j'ai mis ça. Vous voyez, voilà. Ça, c'est Kandinsky, parce que donc Kandinsky ne s'est pas uniquement contenté de ce petit bout de Beethoven. Il en a pris plusieurs. Hein. Donc, voilà. Etc. Etc. Donc, voilà. Ça, il a joué avec ça. Et donc, ça donne des choses de ce genre. Et donc, du coup... appliqué dans des œuvres, ça donne des choses de ce genre qui ont cette qualité de résonance. Le mot résonance est un terme de Kandinsky, ou bien des choses de ce genre. C'est un petit peu pixelisé, pardonnez-moi, mais vous voyez qu'il y a un damier là, il n'est pas dans l'ensemble. Enfin bon, il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, et donc voilà les points. Dans les 2 cas, la conclusion, c'est que le monde sonne. Et je mets 3 guillemets dans le monde sonne. Donc, on voit bien la couverture du livre de Kandinsky. Hein. Étant donné tout ce que nous avons vu, vous vous dites, ah oui, c'est des points et des lignes sur des plans, mais bon,
peut-être que je peux la regarder avec cette idée métaphorique en tête. Ou bien, ça c'est Paul Klee, vous voyez l'humour de Paul Klee, vous voyez en bas il y a un petit poisson, c'est le poisson de Christophe Colomb, donc comme l'œuf de Christophe Colomb, il fallait y penser. Hein. Comment vous faites pour faire tenir un œuf debout? Il fallait y penser. Et en fait, ce petit poisson, il faut bien comprendre qu'il sonne de manière très rigoureuse, puisque c'est à 3 temps, à 2 temps, il y a un cercle, etc. Donc il faut comprendre que si on veut, on peut faire sonner ce poisson. Hein. Et donc vous comprenez qu'à partir de là, le monde entier peut sonner. Donc, dans les 2 cas, il y a donc une différence essentielle entre la notation et la traduction plastique, et ce sont 2 manières d'aborder le visuel. Dans un cas, je dirais, il y a un signe représentatif dans la notation traditionnelle, et dans l'autre cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la qualité plastique. Et donc, dans les 2 cas, ils inventent des signes pour voir autrement le visible, pour que le visible se mette à apparaître avec une qualité différente, et c'est ça qu'ils recherchent. Alors, on arrive maintenant à des questions de fond, et c'est sur quoi, enfin, ils arrivent, et puis donc c'est sur quoi je voudrais terminer en réfléchissant. Vous voyez, le point, nous avons vu que le point a 2 valeurs opposées finalement, puisque donc chez Klee, le point figure un silence, tandis que chez Kandinsky, le point figure du son, hein, et une qualité sonore opposée à la ligne, hein, etc. Donc, si vous voulez, il me semble que là, il pose des questions de fond par rapport au point. On n'est bien clairement pas dans un point euclidien. Hein. En même temps, le point, c'est ce qui engendre la ligne. Donc, il y a toute une réflexion sur ce que c'est que le point visuellement, et donc qui interroge finalement. Alors là, ça dépasse mes compétences d'histoire, mais j'aimerais bien d'histoire des maths, mais j'aimerais bien en savoir davantage. Il y a une démarche là qui interroge la spécificité du rapport au visible qui se trouve dans les mathématiques. Mais pour rester dans notre sujet, la démarche de traduction. Cette démarche-là est, à mon avis, à restituer dans une époque qui est aussi celle du creuset numérique, puis de l'intelligence artificielle. Parce que cette traduction suppose que l'on considère qu'il existe un langage non verbal, hein, un langage musical aussi bien qu'un langage pictural, donc que le mot, du coup, n'est pas la nomination, n'est pas ce qui construit le réel, et que donc du coup on peut s'intéresser à sa structuration, hein, de même qu'on peut s'intéresser à la structuration du son, et de même qu'on peut construire un langage formel. Et donc qu'il y a de la communication non verbale, je pensais au cas du cheval Hans d'hier soir, et qu'on peut analyser cette communication verbale par des structures différentielles. Et ça se passe. Donc on travaille cela dans les années 1910, 1920, 1930, ce qui fait que du coup on n'a plus besoin de comprendre un texte, hein, au sens traditionnel du terme, de la même façon qu'une machine n'aura pas besoin de comprendre un texte. On peut penser le langage par les structures. Et donc, Klee et Kandinsky ne sont pas du tout isolés. Ça se situe, en fait, historiquement, à la fin de tout ce qui démarre, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, au moment où la musique instrumentale a commencé à s'affirmer. Hein. La musique instrumentale comme telle, c'est-à-dire une possibilité de déployer des structures sonores sans mots et non figuratives et pourtant signifiantes. Et donc, ça a donné lieu à tout un travail qui démarre, encore une fois, fin 18e, sur une conception non verbale de la signification. Donc, du coup, une nouvelle manière d'interroger le visible et l'audible. Et donc, quand on arrive dans les années 20-30 où nous sommes, là, à cette époque, je voudrais mentionner aussi, par exemple, le travail d'Oscar Fischinger, que vous connaissez forcément parce qu'il a baigné dans Fantasia de Walt Disney. Le prélude et fugue de Bach de Fantasia, vous savez, c'est ce déploiement d'éléments abstraits. Donc, enfin, il y a toute une histoire parce qu'il n'était pas du tout content du travail des studios de Disney. Mais enfin, Klee et Kandinsky ne sont pas isolés. Il y a Laszlo Moholy-Nagy, il y a le congrès en 1936, Tone Farr
Barbe Congress. Hein, donc on travaille tout ça à l'époque. Et puis donc il y a évidemment Saussure. Donc Saussure n'est pas connu par Klee, mais voilà, ça se passe à 10 ans d'intervalle. C'est-à-dire donc l'idée qu'un système de signes prend une valeur par les différences que le système met en œuvre, l'idée que la valeur remplace la signification et que la signification d'un mot, justement, qu'une langue fonctionne et donc il n'y a pas besoin de lexique, de morphologie, etc., que les signes sont arbitraires et non pas conventionnels, donc on sort du naturel et de la référence à du naturel. Donc une analyse de la langue qui permet d'imaginer que les machines peuvent traduire sans rien comprendre, mais vous voyez que finalement c'est un bain, un creuset qui a beaucoup d'analogies avec cette démarche que l'on peut trouver par ailleurs chez les peintres. Donc, ce sont des travaux parallèles, en quelque sorte, historiquement. En plus, Klee était suisse. Mais bon, à ma connaissance, Klee ne connaissait pas Saussure. Mais bon. Donc, on se retrouve là à un nœud qui m'intéresse pour ma part. Je partage cela avec vous. On est dans le creuset de ce qui va amener l'intelligence artificielle et la numérisation. L'intelligence artificielle, de la même façon, laisse tomber les catégories ontologiques, donc le naturel et l'artificiel, etc. De la même façon qu'ici, on cherche à dépasser les séparations ontologiques de l'audible et du visible. Donc on est dans la même démarche, enfin dans une démarche comparable 50 ans avant. Et je dois dire que de toute façon, la musique, d'une manière générale et dans toute son histoire, est très habituée à bouger les catégories. On parlait de catégories tout à l'heure, mais rien que pour imaginer l'idée de hauteur, vous voyez, il a fallu dire de manière très forte, et ça se passe au IXe siècle, les catégories d'Aristote, le lieu et le temps, ça ne marche pas. Rien que pour pouvoir penser, vous voyez, une distance de corde, puisque ça c'est une distance, comme étant une hauteur de son. Donc pour passer d'une distance visuelle à quelque chose de sonore, il a fallu retravailler le lieu et le temps. Bon, à un autre moment, quand la musique est devenue imitative, on s'est rendu compte qu'un galop de cheval et la colère, en musique, c'était la même chose, etc. Donc si vous voulez, en musique, on est vraiment très habitué à travailler sur les catégories et à les renverser, et à les réélaborer. Mais donc ici, l'intelligence artificielle, d'après ce que j'ai compris, élabore un langage formel d'un niveau de formalisation pour être capable de mathématiser ces structures et donc de produire des algorithmes qui structurent à nouveau un réseau de différences. Mais finalement, n'est-ce pas aussi quelque chose que l'on trouve dans les organisations musicales? Et donc, du coup, la partition qui est l'interface entre ces différentes réalisations, on se rend compte que la partition n'est pas du tout neutre, parce que donc de la partition, Klee et Kandinsky font une séparation finalement entre tout ce qui est signe, la clé de sol, la clé de fa, les lignes, etc., tout ce qui est signe arbitraire, conventionnel, tous les mots qu'on voudra, mais en tout cas qui ne sont pas visuels, qui n'ont pas de dimension visuelle, et ils les écartent. Donc ils font deux catégories en quelque sorte, dans le visible, quelque chose qui aurait une qualité visible, visuelle, et puis quelque chose qui n'en aurait pas. Donc on aurait finalement un même creuset, enfin c'est ce que je vous propose de discuter comme idée, on aurait un même creuset entre cette démarche de traduire de l'audible vers le visible et puis la démarche d'imaginer quelque chose de numérique puis de l'intelligence artificielle, parce que, mais avec des différences essentielles, le numérique construit un support commun entre le visuel et l'auditif, une passerelle algorithmique et non pas métaphorique. Ici, on est dans la métaphore, d'accord? Et donc, les peintres cherchent, du coup, les spécificités du visuel, c'est-à-dire ce qui n'est pas réductible. La traduction est pour eux un exercice pour mieux comprendre ce qu'il y a de spécifique au visuel et qui n'est pas sonore. Au moment donc où on se donne les moyens de penser l'IA et la traduction automatique, on invente une autre traduction, celle d'un art par un autre. Et donc, on s'intéresse du coup à ce qui n'est pas traduisible. Traduction, encore une fois, comme travail
sur la langue d'arriver dans sa spécificité, dans son discours propre. Donc, de la même façon, aujourd'hui, au moment où on commence à pouvoir traduire, on a vu avec quelle difficulté, de façon automatique, aujourd'hui, on se met à écouter la Bible de façon différente. Il y a Chouraki qui fait des traductions littérales, Méchonik qui fait des traductions en rythme, etc. Donc, l'intelligence artificielle donne une possibilité théorique, finalement, pour repenser le signe, repenser le langage, pour finalement libérer de quelque chose et pour mieux comprendre des enjeux du langage qui, jusqu'à présent, étaient mélangés avec d'autres. Et donc, ça doit être très simple encore de faire, avec le petit chemin que nous avons fait ensemble. J'imagine que quelqu'un qui sait faire de l'IA nous fait une traduction de son en musique plein, quoi. Il fait du Klee, il fait du Kandinsky, il en met deux ensemble éventuellement. On disait hier qu'on pouvait les faire dialoguer. Ça doit être très simple et ça doit être très intéressant parce que ça doit suggérer des propositions visuelles auxquelles on ne pensait pas. Mais ce que nous dit cette traduction au même moment et avant même que ça soit inventé, en quelque sorte, c'est de nous dire, mais le vrai problème, il est ailleurs. Le vrai problème, il est ailleurs, il est dans le sensible, il est dans la matière. Et donc, si vous vous souvenez du en rythme, voilà, ce que fait Klee, ça, je suis sûre qu'une machine, on en a vu hier d'ailleurs, qu'une machine est capable de refaire ça. Mais ce qu'elle n'est pas capable de refaire, enfin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est la matière, c'est-à-dire que c'est sur une toile de jute, c'est de la peinture à l'huile appliquée au couteau. Et ça, cette qualité sensible-là, l'intelligence artificielle ne peut pas tout simplement parce que c'est pas son sujet, quoi. Donc, enfin, je crois, en tout cas, je vous pose la question. Donc voilà, si vous voulez, ce que la plongée dans cette dans ces années 20-30 nous dit, me semble-t-il, c'est que finalement, au moment où l'intelligence artificielle commence à pouvoir être pensée, mais encore une fois, c'est dans les années 20-30 du XXe siècle, alors on comprend aussi le contrepoint. On comprend aussi ce qui va être intéressant d'aller travailler et quelque part une orientation de ce que l'on peut appeler l'artistique, qui va être là. Et ça nous dit aussi quelque chose sur ce qu'on appelle traduction, c'est-à-dire que la traduction, une traduction, n'importe laquelle, suppose une croyance qu'il y a quelque chose de commun. Ici, quelque chose de commun entre le visible et l'audible. A priori, il faut y croire. Il faut y croire. Donc, et ce quelque chose de commun, du coup, n'est pas réductible à un algorithme. C'est ça que ça nous dit. En même temps, donc, ce quelque chose du commun, à partir duquel existent des différences. Ici, le visible et l'audible, c'est parce qu'il y a des différences et qu'on pense, on croit qu'on peut les surmonter, qu'alors on peut se lancer dans une traduction, dans l'acte de traduction, et qu'elles sont confortées par là. Et donc, du coup, ça suppose un investissement du texte. On en parlait, c'est ce que moi, dans ma proposition, j'ai appelé subjectivation, c'est-à-dire organisation d'un continu par le texte, dans le regard de celui qui le fait advenir, dans l'écriture de celui qui le fait advenir, mais toujours, justement, reprise, réhistoricisée, reprise à un moment donné. C'est ça, l'acte de traduction, et c'est ce que ces exercices de traduction nous disent. Donc, si vous voulez, on était dans Aristote tout à l'heure. Aristote, il pense que entendre quelqu'un, c'est le signe du fait qu'il y a de la pensée. C'est au début de son livre sur l'interprétation. Donc, on voit bien qu'il y a des sons articulés, même si on les comprend pas. C'est le signe qu'il y a de la pensée chez cet homme-là. Mais il ne réfléchit pas à la traduction. La traduction suppose que entre la pensée de cet homme-là et la mienne, je crois il peut y avoir quelque chose de commun. Et donc, j'en arrive à une question. Hier, j'ai beaucoup aimé. La deuxième intervention, on était resté sur mais qu'est-ce que c'est que le calcul? Et moi, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui est métaphorique? Vous voyez bien que là, ça devient métaphorique, le haut et le bas. C'est une traduction qui arrive sur le sensible, la matière,
la métaphore face à une traduction qui serait beaucoup plus algorithmique. Quel est le statut de l'algorithme par rapport à la métaphore et qu'est-ce que c'est que le nombre? Voilà, moi, ce sont les questions avec lesquelles, modestement, de la musicologie, j'aimerais bien, je me bats et j'aimerais bien avoir des réponses. Merci beaucoup.